Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour à vous tous, Oui, moi je vous entends. c'est Bonjour parfait. Mohamed. Bonjour Sébastien. Bonjour, bonjour, Bonjour bonjour Jean-Pierre. Sébastien, bonjour Jean-Pierre. J'ai pas la photo de Jean-Pierre. J'ai pas l'image. Ah, c'est bon. Parce que je parle pas, quand je vais parler, ça va venir tout Ah, oui. seul. Ah, ça y est, oui. Mais vous pouvez le voir sur le Facebook. Si vous n'arrivez pas à le suivre sur le Zoom, il vous apparaîtra sur le Facebook. Ok. Bonjour Voilà. à vous tous. Je commencerai déjà par faire une présentation de Sébastien qui est avec nous aujourd'hui. Donc, Sébastien Martini, prothésiste dentaire à Pau depuis 1988. Après 14 années passées au laboratoire Lucas, il s'est installé à son compte à Pau en 2001. Aujourd'hui, il est à la tête d'un petit laboratoire de 3 personnes, dont son épouse Carole, prothésiste elle-même. Ils sont spécialisés en prothèses conjointes et nouvelles technologies. Son laboratoire fait aussi partie depuis 2005 d'un groupement de 4 laboratoires indépendants réunis au sein d'une structure appelée Labopole Aquitaine. Après 3 années de travail, il a obtenu le titre de meilleur ouvrier de France en 2015. Ce titre récompense tous les 3 ans l'élite de l'artisanat et des services. Au fil du temps, il est devenu un véritable label de qualité française pour les praticiens et les patients. Il est reconnu dans l'Hexagone et à l'étranger. Cela signifie que son laboratoire maîtrise les techniques traditionnelles, mais aussi les nouvelles technologies. Il sait faire preuve de créativité et d'innovation. Ce savoir-faire leur a permis de proposer à leurs clients chirurgiens dentistes des prothèses de haute qualité, principalement prothèses fixées, facettes, zircones, implantologie et autres. Donc, Sébastien, bienvenue. Merci Merci. beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Oui, oui, C'est un merci. plaisir et c'est un honneur de vous avoir aujourd'hui dans cet enchaînement des meilleurs ouvriers de France qu'on a maintenant l'habitude de voir tous les samedis. Je vous Euh, remercie, ainsi que Jean-Pierre pour m'avoir invité à cet événement. Je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir réuni les meilleurs ouvriers de France, quelques-uns en tout cas. J'espère que d'autres suivront et exact. pour pouvoir partager notre expérience avec vous. Merci beaucoup déjà. Merci beaucoup à Jean-Pierre, notre sponsor officiel. Je suis pas sponsor, je suis accompagnant. Encore mieux. Donc, normalement, cette journée des meilleurs ouvriers de France, je le rappelle à chaque fois, devait avoir lieu à Marrakech en mois de juin. Faute du confinement, on a ces conférences en ligne qui nous permettent déjà d'établir un contact entre nous et avec les meilleurs ouvriers de France, permettre aux Marocains de pouvoir suivre ces conférences de très haut niveau et de très grande importance et d'établir un lien entre le Maroc et la France que j'espère continuera dans l'année. J'ai lu tout à l'heure dans votre présentation que le concours des meilleurs ouvriers de France avait lieu chaque 3 ans. C'est C'est une ça. concrétisation de beaucoup de travail. Moi, je croyais que c'était un concours annuel. Donc, Non. est-ce que vous pouvez Ah nous non, parler un peu des concours d'EMOF? C'est un concours qui a lieu tous les 3 ans. Donc, il y a deux années pendant lesquelles il ne se passe rien. Puis, au bout de la troisième année, le sujet est connu. Donc, il reste un an aux candidats pour pouvoir réaliser tous les travaux. En général, il y a trois sujets. Mis à part D'accord. la dernière session, il n'y avait que 2 sujets. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que ça? Il faut combiner le travail du concours avec le travail du laboratoire. Donc, c'est ça la difficulté en fait, hein. Ça demande beaucoup d'investissement parce que ce sont des travaux très pointus qui sont jugés par des meilleurs ouvriers de France. Donc, ils sont attentifs aux moindres détails. Exactement. Ben, c'est une concrétisation de l'excellence. C'est ça, tout à N'est-ce pas, fait. Jean-Pierre? Oui, mais en fait, si tu veux, c'est parce que 3 ans, parce qu'en une année, c'est pas réalisable de le faire chaque année, puisqu'en fait, les candidats ont une année complète pour réaliser leur travail. Donc, ça veut dire qu'ils ont déjà une année pour s'inscrire, pour présenter ce qu'on appelle une épreuve de qualification. Une fois qu'ils sont qualifiés, après, ils ont le sujet définitif et ils ont une année complète pour faire le travail. Donc, c'est pour ça que c'est tous les 3 ans, parce que c'est très compliqué à mettre en œuvre. Voilà. D'accord. Et toutes les années, ce serait compliqué.
Oui, tout à fait. Donc, c'est difficile à gérer même au niveau de l'organisation. Complètement. Et puis maintenant, ils nous demandent de faire des nouvelles choses, puisqu'en fait, le concours évolue et maintenant, il y a des épreuves en loge. Ce qu'on appelle une Oui, épreuve en loge, c'est une épreuve en direct, hein, comme l'a dit aussi la semaine dernière José. Donc, ces épreuves en direct n'étaient pas prévues jusqu'à maintenant, on est obligé de les faire. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre tous les candidats qui ont passé le premier test, entre guillemets, qui ont rendu leur travail et qui sont amenés à venir faire un travail en direct à un endroit bien particulier. Voilà, donc ça, c'est aussi très compliqué à mettre en œuvre. ouais, Voilà, mais c'est pas comme les Jeux Olympiques. Je veux dire que vous n'allez pas innover chaque année en ajoutant une catégorie. Est-ce que, par exemple, on peut prévoir dans l'avenir d'avoir une catégorie que numérique, par exemple, dans les meilleurs ouvriers de France? c'est un petit peu le problème du sujet en ce moment et Sébastien est bien dans le coup en ce moment aussi, puisque non seulement il est meilleur ouvrier de France, mais il fait partie du jury aussi maintenant. C'est lui qui fait le sujet, puisqu'il y a des évolutions, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est un casse-tête aujourd'hui, parce qu'en fait, le numérique, on ne peut plus corriger une machine, et donc on essaie tant bien que mal de conserver le manuel, mais on est obligé de passer dans la nouvelle technologie aussi, puisque tout le monde est équipé. Et donc, ça sera petit à petit, on rentre le numérique dans le concours. On est obligé. Ah Ce que oui, je oui. voulais dire, c'est qu'on pense à mettre, par exemple, une catégorie meilleur ouvrier de France en prothèse et meilleur ouvrier de France en numérique. C'est-à-dire, il réalise que Non, des travaux numériques. Ça c'est pas non, non, envisageable. non, non, non. Je pense qu'on a, jusqu'à maintenant, on s'est battu pour conserver le titre de meilleur ouvrier de France prothésiste dentaire qui reprend D'accord. l'ensemble de toute la De prothèse. la- Et on ne Ah, peut c'est pas vrai, faire des familles comme ça pour la mobile ou pour enfin, la jointe ou la conjointe. On veut D'accord. conserver cet état de fait que le prothésiste est un prothésiste qui sait tout faire. Voilà. D'accord. Est-ce que le concours, il est ouvert aux étrangers ou il est uniquement pour les Français? ça, il faut voir Jean-Pierre. Jean-Pierre. Et jusqu'à maintenant, normalement, il est réservé aux Français, mais on a quand même un meilleur rue de France qui est suisse aussi. Mhm. Voilà, donc quelque part, ça veut dire que petit à petit, les choses s'ouvrent. Et On puis, peut pourquoi pas dupliquer, mettre en place. ouais. Est-ce qu'on peut Pourquoi dupliquer pas cette mettre en- expérience plus tard au Maroc, par exemple? Écoute, pour l'instant, ce que je peux te dire, c'est que moi, je m'en suis un petit peu occupé de ça. Il y a des échanges qui sont en train de se faire entre le Maroc et la France. D'accord. Déjà au niveau des meilleurs apprentis de France, donc pourquoi pas avec les meilleurs ouvriers de France. Mais peut-être qu'effectivement, vous pourriez copier selon des règles bien précises et une collaboration avec le syndicat, pas le syndicat, mais la Société des meilleurs ouvriers de France, peut-être Exactement. mettre en place effectivement un concours ressemblant au Maroc. Oui. Ça sera une très bonne chose. C'est à étudier aussi. À étudier. Mais en ce moment, il y a beaucoup de relations qui sont faites entre la Société des meilleurs de France et tous les gens importants au Maroc, Oui, de l'éducation, tout ça. Donc, j'avais ça déjà j'étais au donné des. courant. Ouais, donc Voilà. ça c'était juste pour les apprentis, le meilleur apprenti du Maroc en attendant d'établir le meilleur ouvrier du Maroc aussi. Ben, Voilà. ça viendra, c'est petit à petit. Chaque chose en son temps. Merci beaucoup. Donc, la conférence d'aujourd'hui, elle a pour titre Matériaux et techniques au service de l'esthétique. Donc, Sébastien va nous parler du rôle qu'occupe la place du travail manuel dans le travail, parce que de nos jours, les machines et les logiciels prennent une grande place dans nos réalisations, si bien que certains se posent la question de l'intérêt de connaître, par exemple, la morphologie, ou s'il est encore nécessaire d'apprendre à dessiner au crayon des dents pour s'imprégner, par exemple, des rapports d'émergement intermaxillaire, d'engrainement, je veux dire, pardon, d'engrainement intermaxillaire. C'est utile et ce qu'il ne faut pas perdre, c'est ce lien avec la méthode traditionnelle. Il est donc important de savoir utiliser au mieux ces dernières méthodes et ne pas se perdre dans le tout numérique. Ces techniques traditionnelles couplées aux nouvelles technologies en font la valeur ajoutée de notre métier. Sébastien Martini nous propose un retour sur ses savoir-faire et le rapport dans notre quotidien. Merci beaucoup, Sébastien. La Merci. parole est à toi. On coupe nos micros, nos caméras. D'accord. Et je suis à côté si besoin de quoi que ce soit. D'accord, très bien. Merci. Merci à vous. Donc, merci à vous tous d'être présents. Donc, en fait, la conférence, comme le disait Mohamed, va porter sur
les matériaux, les techniques au service de l'esthétique. Ça veut dire quoi? Ben, tout simplement, ce sont nos techniques de laboratoire que nous utilisons au quotidien. Donc pour ça, je voudrais faire pour attaquer ce sujet, je voudrais faire un petit retour sur le milieu artistique. Pourquoi le milieu artistique? Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de points communs avec notre métier. Faut Et, partage d'écran, s'il te plaît. comment? Le partage d'écran. La ben, présentation, il ne faut pas oublier. Votre partage d'écran, Keynote. je ne l'ai pas là. C'est en bas de l'écran. En bas sur la barre de tâches de Zoom, à côté de la vidéo et du micro, quand tu continues les participations et ta partage d'écran. En bas, en bas. Oui, c'est bon, je l'ai. C'est parfait. Ok. C'est bon? C'est parfait. Très bien. Donc, je recommence la présentation, en fait. Donc, la présentation va porter sur les matériaux, les techniques au service de l'esthétique. Ben, ça veut dire quoi? Tout simplement, ce sont les techniques de laboratoire que nous utilisons au quotidien. Donc, comment allier tous ces phénomènes de matériaux, d'esthétique, de nouvelles technologies, de méthodes traditionnelles pour avoir un résultat le plus esthétique possible. Donc, pour ça, je voudrais faire un petit détour par le milieu artistique. Pourquoi le milieu artistique? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de points communs avec notre métier. Tout simplement parce qu'en fait, à la base, les artistes et les artisans étaient une seule et même activité. Il n'y avait pas de séparation. Donc, c'est au cours du XVIIe siècle que ces deux activités se sont séparées. Mais il nous reste quand même une méthodologie, une façon de travailler commune. Donc pour ça, on va regarder un petit peu comment travaillent les artistes. Voyons. Mais je n'arrive pas à passer là. Ça ne marche pas. Petit souci technique. Voyons. Voyons. Excusez-moi. Essayez juste avec les flèches du clavier. Ça ne passe pas? Les flèches du clavier. Oui, pour défiler. Ah, d'accord. Ça ne passe pas avec les flèches du clavier. Voyons. Ben, vous fermez la présentation, vous la réouvrez si ça bloque. Voilà. Ouais, mais ça ne va pas marcher là. Il est derrière. Voilà, ça marche. C'est bon, désolé, un petit souci technique. Donc, je disais, voyons comment les artistes... Ah mince, ça marche pas. Voilà, très bien. Donc, voyons comment les... Oui, c'est ça. Comment les artistes travaillent. Donc, tout simplement, lorsqu'ils ont une œuvre à réaliser, ben, ils regardent avec leurs yeux, ils regardent leur sujet, ils regardent comment ce qu'ils vont pouvoir réaliser, ils regardent leur objet à réaliser. Et ensuite, ils vont exercer leur réflexion. Toutes ces informations vont passer au cerveau. Ils vont exercer leur réflexion. Et enfin, ils vont exercer leurs mains. Donc, c'est la main qui va réaliser le travail. Donc, on peut dire que tout ce processus, c'est en fait l'intelligence de la main, le savoir-faire, la créativité, l'innovation. Donc, pour étayer ce propos, je vous propose de voir quelques artistes. Voici une planche anatomique de Léonard de Vinci. Et vous voyez que c'est un dessin.
Donc, côté droit, c'est un crâne. Côté droit, vous avez le crâne vu de face. Et côté gauche, le crâne vu en coupe. Donc, on voit tous les détails, l'os spongieux, les orbites, les cavités orbitaires. Et vous voyez qu'il a poussé le détail à réaliser toutes les ombres. On voit quasiment ce crâne en 3 dimensions. Et donc, tout ça, c'est important. Ça veut dire que le dessin est important. Et c'était un artiste qui réalisait, qui était aussi un scientifique, qui disséquait des corps et qui réalisait des dessins de ce qu'il voyait. Donc, vous voyez que le dessin a une importance et que ça peut nous apprendre énormément. Autre exemple, c'est une épreuve de Michel-Ange, en fait. C'est une sorte de brouillon. Donc, ça va nous dire beaucoup sur la façon dont il s'est entraîné. Cette œuvre qu'il a réalisée, c'est l'œuvre La création d'Adam, qui est en fait la voûte de la chapelle Sixtine. Et avant de réaliser cette œuvre, il a passé beaucoup d'heures à travailler toutes ces formes, tous ces dessins, la façon dont les ombres se reflètent, la forme des muscles. Voilà, tout ça, ce sont des heures et des heures de travail, d'observation et de maîtrise technique. Donc, ça en dit long sur la façon dont il faut passer du temps pour apprendre à travailler. Autre exemple, toujours de Michel-Ange, vous voyez ici une œuvre qui s'appelle le David de Michel-Ange, qui est exposée à Florence, en Italie. Cette œuvre, c'est une statue qui mesure plus de 4 mètres de haut. Elle est réalisée en marbre de Carrare. Et comme on peut le voir au premier abord, il faut souligner qu'elle a été réalisée sans aucun ajout, c'est-à-dire qu'elle a été réalisée d'un seul tenant. Donc, ça en dit long déjà sur la maîtrise technique de l'artiste. Et ensuite, on peut constater que les proportions de cette statue sont idéales. Là aussi, on peut imaginer le nombre d'heures qu'il a fallu passer pour apprendre à travailler, pour apprendre les proportions, pour apprendre les volumes. Tout ça, ce sont des heures de travail. Et ça va nous aider pour comprendre comment nous-mêmes, nous pouvons progresser. Et donc, vous voyez, le détail est poussé à l'extrême, c'est-à-dire que, par exemple, sur le détail de cette main, vous pouvez voir la forme des veines. Et vous pouvez regarder vous-même, vous aurez les mêmes veines au même endroit. Le pli de la peau, les ongles, vous voyez que l'artiste a poussé vraiment au maximum dans le détail. Et donc là aussi, vous imaginez l'observation qu'il faut avoir pour pousser un tel détail. De temps en temps, personnellement, au laboratoire, lorsque j'ai un petit peu moins de production, j'essaye de m'amuser un petit peu avec des chutes de zircone. C'est un matériau qui est très tendre, très facile à utiliser. On peut le meuler très facilement au micro-tour. On peut le travailler avec les scalpels. Et donc, vous voyez, là, c'est une statue qui s'appelle le torse du belvédère. Alors, cette statue, elle est intéressante parce qu'elle est pleine de plis. C'est un corps très musculeux. Donc, il y a beaucoup de détails, beaucoup de choses à réaliser. Et en fait, j'ai essayé de le faire en zircone, donc faire une petite statuette en zircone. Et donc, voilà, après sintérisation. Alors, ce n'est pas un travail inutile. On pourrait se dire, oui, mais ce n'est pas de la prothèse. Oui, mais c'est du temps passé pour pas grand-chose. Mais non, en fait, pour moi, je trouve que c'est très intéressant parce qu'on va éduquer son œil quelque part. On va éduquer, vous voyez, le processus, c'est le même que pour la prothèse, mais sauf que ce sont des objets différents. Et ça nous sort un petit peu de la production, ça nous sort un petit peu des dents, mais tout en nous entraînant, on continue à s'entraîner, à travailler, et ce n'est pas inutile. C'est un travail qui est intéressant. Donc, le processus, c'est le même que celui qu'on a vu au départ. On regarde son objet, on l'étudie, on l'observe. Ensuite, on réfléchit à la façon dont on va l'exécuter. Et en fait, ce sont les mains qui se mettent à travailler. Et voilà, on réalise l'œuvre.
Vous voyez ici sur cette image, en haut à droite, que la zircone, c'est un matériau très facile à travailler, il est très tendre, donc il est très agréable, on ne risque pas grand-chose en fait. Puis on a plein de chutes au laboratoire, donc on peut s'amuser à faire plein de petites choses comme ça. Vous voyez ici en haut à gauche, une œuvre sur un morceau d'ivoire. C'est un couple qui joue aux échecs. C'est le dos d'un miroir du Moyen-Âge. Donc, elle mesure plus de 13 cm de diamètre. Et moi, sur un petit bout de zircone de centimètres, j'ai essayé de resculpter les mêmes choses. Donc voilà, ce sont des petites choses à réaliser qui peuvent éventuellement faire plaisir. C'est gratifiant de pouvoir travailler ce matériau. Voilà, pour continuer, avant de commencer même, je voudrais me souvenir et rendre un hommage à ces 3 personnes qui, lorsque j'étais un jeune prothésiste, m'ont beaucoup inspiré. Willy Geller, Gérald Dubassi, français, meilleur ouvrier de France, Klaus Mutertis. Et ce sont des gens qui ont fait évoluer un peu la prothèse parce qu'ils ont ajouté une nouvelle dimension dans notre métier qui est la dimension de l'esthétique. À l'époque, on réalisait des prothèses surtout fonctionnelles. Le but, c'était que les gens puissent manger. Bien sûr, c'est le but d'une prothèse. Mais eux ont rajouté la dimension esthétique. Il ne faut pas simplement que la prothèse puisse servir à manger, mais il faut aussi qu'elle soit jolie, qu'elle s'intègre parfaitement dans son environnement et qu'elle soit de la même couleur, de la même forme que les dents adjacentes. Et donc, je les en remercie pour ça parce que ce sont des gens qui sont très inspirants. Donc, lorsque nous étions jeunes prothésistes, nous avons appris à travailler. Donc, nous avons fait cet apprentissage des formes. Pourquoi apprendre les formes des dents? Tout simplement, comme je vous l'ai écrit, parce que la reproduction de la dent naturelle, elle constitue un élément essentiel pour avoir la meilleure intégration esthétique, biologique et fonctionnelle. Si les dents ont cette forme, c'est qu'il y a une raison. Donc, pourquoi faire des formes différentes? Pourquoi faire des choses qui n'ont pas la même, pourquoi faire des prothèses qui n'ont pas la même forme que les dents qui sont de part et d'autre de cette prothèse? Il n'y a pas d'intérêt. Ce qu'il faut, c'est qu'elles s'intègrent parfaitement. Donc, il faut reproduire ces formes. Donc, pour reproduire ces formes, ce n'est pas la peine d'inventer des choses. Il faut regarder, il faut aller à la source. Et aller à la source, c'est déjà commencer peut-être par regarder des photos, se faire donner des photos par des praticiens ou en prendre soi-même en bouche et se constituer peut-être une petite bibliothèque. Alors, vous voyez ici, par exemple, en haut à gauche, c'est 2 prémolaires maxillaires. Déjà, au niveau couleur, on peut tirer quelques conclusions. Vous voyez que les fosses centrales sont orangées, alors que les cuspides et les crêtes marginales sont légèrement plus blanchâtres. Donc ça donne du contraste, du volume. En haut à droite, vous aurez plutôt des dents uniformes, avec un émail très peu usé, les sillons peu colorés. Donc c'est une autre forme de couleur, une autre forme de dents. Et en bas, je vous ai mis cette petite photo de molaire qui en dit long sur la forme des sillons. Les sillons, on peut les travailler, les sillons, on peut leur donner un aspect naturel, mais il faut prendre le temps de le faire. Ici, vous voyez les versants cuspidiens internes légèrement blanchâtres, des sillons très profonds, très sinueux, et il faut observer ce genre de choses pour pouvoir le reproduire. Donc la photo, c'est très intéressant pour ça. D'autres formes, parce qu'on sait que les dents évoluent au cours de la vie, elles n'ont pas toujours le même aspect, ni la même couleur. Et donc là aussi, il faut constituer sa bibliothèque avec aussi ce genre de forme. Vous voyez les abrasions très importantes sur cette dent, avec des colorations, de la dentine qui se colore, des sillons très colorés eux aussi, donc des couleurs à repérer et à mémoriser. En bas à droite, vous voyez la forme caractéristique de cette abrasion. Et si on a une 35 à faire, par exemple, une 45 à faire sur cette bouche, on ne va pas mettre une cuspide. On va essayer de réaliser la même forme d'abrasion. Donc là aussi, des formes à mémoriser. Donc lorsque nous étions apprentis ou jeunes en milieu scolaire, lorsque nous avons appris ce métier, nous avons commencé par faire du dessin. Vous voyez pourquoi j'en parlais au début de la présentation,
c'est parce qu'en fait, le dessin, c'est très important. Pourquoi? Parce que d'abord, ça permet de mémoriser les formes. Et même si à l'époque, c'était en tant que jeune, c'était un travail très rébarbatif parce qu'il fallait être très rigoureux, il fallait tracer des cadres, dessiner des formes de dents très fines, sans accroc. C'était quelque chose de très rébarbatif, il faut le reconnaître. Après toutes ces années, je me dis heureusement que j'ai eu ça parce que ce n'était pas un travail inutile, ça nous a permis vraiment, ça m'a permis d'inscrire dans ma mémoire, dans mon esprit, toutes ces formes. Vous voyez, je vous ai mis en haut à droite ici une planche qu'on a réalisée donc à l'école. Et sur cette planche, on comprend déjà beaucoup de choses. Vous voyez l'engrainement entre deux dents, entre une molaire maxillaire et une molaire mandibulaire. Vous voyez l'inclinaison ici des dents, sous une autre face, l'autre inclinaison. Donc, ce sont des choses qui rentrent dans la mémoire et qui permettent de savoir où on va lorsqu'on se met à sculpter. Là, pour l'instant, on ne se met pas à sculpter, ce n'est que du travail de dessin. Le travail de dessin, on peut le pousser un petit peu plus, on peut réaliser aussi des ombres, comme vous voyez ici. Les ombres, ça a aussi une utilité, c'est que ça permet de travailler sa créativité, mais aussi de créer du contraste, donc de voir des volumes et de se mettre en mémoire, de se mettre dans l'œil des volumes. Alors aujourd'hui, on travaille toujours au laboratoire avec des livres, des livres de morphologie. Vous avez ici ce livre en bas de Knut Miller, qui est un livre très intéressant. On peut l'utiliser au quotidien, le positionner à son poste de travail, et il va nous aider au quotidien à regarder des formes, à s'inspirer en fait. C'est l'inspiration qui compte. Voilà, donc tout ça, ce sont des dessins, mais on peut aussi, évidemment, continuer à s'inspirer de ce qui existe vraiment. C'est-à-dire, on a vu les photos, on a vu le dessin. Eh bien, on peut s'inspirer aussi avec des formes. Donc, vous voyez, au laboratoire, ce qu'on peut faire, c'est couper des faces occlusales. Pour ce qui est de la mémorisation des faces occlusales, on peut couper des faces occlusales sur des modèles, les positionner sur une petite planche de cire. On fait un silicone et on peut le reproduire à foison, à volonté. Et donc, ça permet pour les jeunes qui arrivent dans le laboratoire ou même pour nous-mêmes de s'inspirer, là aussi, de ce qui existe vraiment. Ce n'est pas la peine de créer des choses qui n'existent pas. Autant aller directement à la source. On fabrique des prothèses, des prothèses dentaires, il faut que ça ressemble à des dents. Voilà. On a aussi ce genre de coffret que vous voyez ici. Ce sont des coffrets, là ici c'est le coffret Cala, avec différents blocs antérieurs, différents montages, différentes animations, et qui sont aussi très inspirants pour réaliser des formes, des montages antérieurs. Voilà. Lors de mes différents stages que je vais me former, notamment beaucoup avec la Fondation Oral Design, vous savez que ce sont des prothésistes de très grande envergure. Je suis un jour allé faire un stage avec Django Endo, qui est un prothésiste, donc membre de cette fondation. Et il nous racontait qu'à Osaka, il existe une école où tous les matins, les élèves arrivent en cours, on leur distribue un petit morceau de plâtre comme celui-ci et une dent. Et ils ont 1 heure, ou je ne sais plus, 2 heures peut-être, pour réaliser cette dent avec un minimum d'instruments. Donc, ils sont vraiment concentrés sur cette dent et ils regardent le détail millimètre par millimètre et ils essayent de reproduire parfaitement cette dent. Donc, si eux le font, j'imagine que ça a un intérêt. Ce n'est pas simplement pour embêter les élèves, c'est aussi que ça a un intérêt, que c'est très formateur. Voilà, vous voyez, on peut se servir de pied à coulisses. Et puis l'observation, l'œil, encore une fois, c'est l'œil qui fait toute la différence. Voilà, donc les dents, au cours de la vie, elles n'ont pas, comme on l'a vu précédemment, elles n'ont pas toutes la même forme, elles s'abrasent, elles changent de couleur. Et là aussi, il faut l'avoir vu pour pouvoir le mémoriser et l'avoir en tête. Donc, on va regarder quelques exemples. Voilà, la dent jeune, par exemple, chez un jeune de 20 à 30 ans, on va dire ça. Cette dent, on regarde ici, c'est une molaire maxillaire. On peut constater plusieurs choses, que déjà l'émail est très épais, très lumineux.
Les fosses sont très profondes, les sillons peu colorés. Voilà, il y a peu d'abrasion et peu de coloration. Donc ça, ce sont plutôt des dents jeunes. Donc cette morphologie, il faut la connaître aussi. Au-delà de ça, donc, la dent d'âge moyen, c'est plutôt de 30 à 50 ans, disons très largement. Donc la dent va commencer à s'abraser, les sillons vont commencer à se colorer, l'émail va s'affiner petit à petit, et puis la dent voilà, donc se colore. Voilà, donc ça c'est la dent d'âge moyen qu'il faut connaître aussi. Puis au-delà de cet âge-là, il y a la dent abrasée, usée, voilà, dont vous voyez que les cuspides ont disparu. La dentine a commencé à apparaître et à se colorer elle-même. Le plan d'occlusion s'est aplati. L'émail devient de plus en plus fin et se colore aussi. Voilà, donc ça, c'est une autre forme de morphologie et qu'il faut connaître, puisque si on a une dent à réaliser dans une bouche abrasée et usée, il faudra s'adapter à ce genre de morphologie. Voilà, donc à l'école, on a appris donc à sculpter aussi. On a vu le dessin, on a vu l'observation. Et on va aussi apprendre à sculpter. Moi, personnellement, quand j'étais à l'école, j'ai appris de cette façon-là à sculpter les faces occlusales. Donc, on taillait une face occlusale, on gardait la base de la dent, on traçait l'emplacement des cuspides, on réalisait des cônes en vérifiant, bien sûr, ici vous avez les cônes en vérifiant l'emplacement des cuspides par rapport à l'occlusion. Et puis on faisait une sorte de remplissage en vestibulaire ici, puis en lingual. Enfin, on remplissait le tour de la dent, les crêtes marginales. Et pour finir, les versants cuspidiens internes, ici. Donc voilà, c'est une façon très simple qui permet de faire une dent très schématisée, mais c'est déjà un bon début pour apprendre à travailler, pour se mettre dans les yeux les volumes, tous les volumes. Et là aussi, c'est avant d'aller plus loin, déjà commençons par le début, bien intégrer en soi la morphologie générale avant d'attaquer les petits détails. Voilà, et puis lorsqu'on commence à prendre de l'expérience, on peut, lorsqu'on a fait comme moi pendant des années les dents, on peut s'amuser à réaliser ce genre de travaux. Voilà, donc la structure interne par le travail des cires de couleur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on réalise beaucoup de wax-up, beaucoup d'études préparatoires au travail définitif. Ces wax-up, en général, on les réalise en cire blanche ou en cire grise. Bon. On peut aussi les réaliser en cire de couleur. Bon, ça a un intérêt surtout pour le jeune céramiste, par exemple, parce qu'on va réaliser des dents qui auront la couleur d'une dent naturelle, mais au niveau rentabilité d'un laboratoire, ce n'est pas très viable parce que ça prend énormément de temps. Mais vous voyez qu'on peut faire ce genre de travaux. Ça ressemble presque à des dents, ça ressemble à des céramiques, donc ce n'est pas inutile. Là aussi, c'est très formateur. Vous voyez les cires ici en bas. On a plein de sortes de cires. Il y a des cires translucides, donc on peut réaliser des fissures. Vous voyez ici en composite des fissures. Donc tout ça, ce sont des cires de couleur qui sont réalisées, qui sont très importantes. Voilà, encore un autre exemple. Vous voyez, on peut s'amuser. Et puis c'est gratifiant comme exercice. C'est un exercice qui permet de se faire plaisir. Alors, donc on va étudier maintenant par la sculpture, on va étudier les dents. Voyons. On va s'entraîner sur une dent. Donc vous voyez ici, je me suis fait donner par un dentiste, de temps en temps, je me fais donner des dents qui sont, bon, là ici c'est une dent de sagesse, donc je l'ai choisi cette dent parce qu'en fait elle est pleine de petits détails, elle fourmille de lobes, de petits de sillons très profonds, et donc ça, je me suis dit, je vais essayer de reproduire cette dent. Donc pour ça, faire ce genre, ça c'est un exercice, hein, donc pour faire ce genre d'exercice, vous pouvez très bien récupérer vos céramiques que vous n'avez pas utilisées sur votre plaque, vous les mettez dans un pot, et à ce moment-là, vous les mélangez. Peu importe la couleur, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'utiliser la céramique pour réaliser une forme.
Donc, vous voyez cette dent, je l'ai observée sur toutes ses coutures. J'ai vraiment observé de près. Vous la voyez ici en vue occlusale. Et j'ai commencé par réaliser cette dent en cire. Voilà, c'est un petit peu pour se la mettre dans l'œil. Donc, se mettre dans l'œil les volumes avant de passer à la partie céramique, proprement dite. Donc, vous voyez, ça, c'est une petite anecdote. Lorsque je faisais de la peinture à l'huile, je prenais des cours de peinture et on avait l'habitude pour visualiser les volumes de la composition, de retourner ses œuvres. Donc, on retournait ses œuvres et ça permet de sortir du sujet et de voir simplement les proportions, voir si tout est bien agencé, s'il n'y a pas des morceaux de l'œuvre qui emportent sur d'autres. Et j'ai remarqué qu'au laboratoire, nous faisons ce genre d'exercice aussi lorsque nous avons nos modèles dans les mains. On les retourne un petit peu dans tous les sens pour voir nos sculptures. Nos sculptures, ben, ça permet tout simplement de regarder que la forme est bien équilibrée, qu'on n'a pas un côté trop épais par rapport à ce qui était prévu au départ. Donc ça, c'est un exercice qui est facile à faire et qui permet de vérifier sa composition, qui permet de vérifier sa sculpture. Donc voici ici la dent en céramique, la reproduction de la dent que vous avez vue tout à l'heure. Donc vous voyez, j'ai essayé de respecter les racines, de respecter la forme des racines. C'est un travail qui prend beaucoup de temps, qu'il faut prendre du temps pour le faire. On peut aussi le réaliser par intermittence. On peut regarder, passer une demi-heure dessus, puis le lâcher, reprendre le lendemain. Ce n'est pas quelque chose qu'on est obligé de faire en continu. Même, ça serait plutôt déconseillé. Donc, pour vous montrer que j'ai bien respecté les volumes, eh bien, vous voyez, je vais positionner une flèche. Et cette flèche, je vais la même flèche, je vais la positionner sur ma céramique. Et donc, vous voyez qu'on a les mêmes proportions, on a les mêmes volumes. Ici, de la même façon, en diagonale, je vais positionner cette flèche que je vais positionner sur la dent naturelle. Et vous voyez que là aussi, on a les mêmes proportions. Voilà, donc ce travail, c'est un travail de formateur, comme je vous le disais tout à l'heure pour les dents en plâtre. C'est quelque chose de très utile, qui paraît un peu rébarbatif, mais on apprend énormément de choses en faisant ce genre de travaux. Vous voyez ici en vue occlusale, vous avez ici à droite la dent naturelle. Voilà, donc j'ai positionné un trait rouge sur le sommet des cuspides et des crêtes marginales. Et ce trait rouge, je l'ai positionné sur ma céramique. Et vous voyez que on est quasiment identique. Voilà. Donc en haut à gauche, vous avez la dent finie et à droite, donc la dent naturelle. Voilà, c'est un travail qui permet de bien se former, notamment sur les sillons et sur la forme des petits bulbes que vous voyez, souvent les bulbes crayeux. On voit vraiment, si on regarde de près avec des loupes, on voit vraiment comment ils sont constitués et on peut essayer de les refaire et là, on apprend beaucoup de choses. Donc, si on observe une dent dans le détail, tous ces critères anatomiques, il faut bien sûr les connaître, hein. Vous voyez, ce sont des critères qu'on apprend à l'école, mais on peut les regarder rapidement. Vous avez les angles de transition, la ligne du plus grand contour. Ici, vous voyez la ligne du plus grand contour. Ici, le collet de la dent. Vous avez les embrasures gingivales, les embrasures occlusales, la forme des sillons, la taille des cuspides. Tout ça, ce sont des critères anatomiques qu'il faut travailler et qu'il faut impérativement reproduire. Voilà, il ne faut pas essayer de schématiser les dents, il faut essayer de reproduire tous ces critères anatomiques parce qu'ils ont un intérêt. Voilà, autre observation qu'on peut faire. Je me suis amusé à tracer cette ligne droite suivant l'axe de la dent. Et en melant cette dent, on se rend compte petit à petit qu'à la base, on a un axe qui a changé d'orientation. Vous voyez ici l'axe bleu. Donc, ça veut dire quoi? En fait, ça met en évidence tout simplement cette partie distale qui s'efface. Et ça, on le retrouve beaucoup sur les dents. Donc, c'est important de le faire et puis de se rendre compte qu'en fait, cette torsion, qu'on pourrait appeler comme ça, c'est une torsion,
ben, il faut l'observer et se poser la question pourquoi la dent est en torsion. Certainement pour renforcer la structure de cette dent. Elles sont soumises à des forces occlusales et si elles sont en torsion, c'est certainement parce que ça les renforce. Donc, on peut aussi regarder, on a vu la morphologie de la dent de toutes les faces distales, mésiales, vestibulaires et linguales. On peut regarder la face occlusale aussi. Et là aussi, il y a plein de petits critères à connaître. Vous voyez, sur cette photo centrale, on peut tracer la dent dans un parallélépipède. Et si on trace ces deux diagonales, on se rend compte que la fosse centrale est quasiment positionnée au centre de cette table occlusale. Donc, ça veut dire que le volume est équilibré quand même. Donc, il faut le respecter, ça aussi. On ne va pas positionner une fosse centrale décalée. Il faut qu'on soit vraiment au centre de la table occlusale. Voilà. Donc, vous voyez la forme des cuspides ici, les cuspides support, les cuspides guides, les pointes cuspidiennes avec les versants cuspidiens internes, la forme des crêtes marginales. Le pont d'émail, très important, qui va jouer un rôle dans l'occlusion, qui va verrouiller l'occlusion en OIM et qui va servir de guide aussi. La forme des sillons, vous voyez les points d'impact ici avec la dent antagoniste, qu'il faut connaître. Ce genre de choses, il faut bien sûr les connaître. Vous voyez ici tous les trajets en propulsion et en latéralité. Voilà, donc ce sont des informations importantes qu'il faut connaître. Donc, on a passé pas mal de temps sur les dents postérieures. On va pouvoir regarder un petit peu les dents antérieures aussi. Donc, on voit qu'on peut classifier ces dents en trois formes de dents, hein, les dents ovoïdes, les dents rectangulaires et les dents triangulaires. Donc déjà, ça, c'est une indication lorsqu'on réalise des prothèses. Vous voyez ici, sur la face palatine, je vous ai tracé au trait rouge les crêtes marginales et ici les cingulums. Donc les crêtes marginales qui jouent un rôle très important dans l'occlusion, dans la propulsion, les dents antagonistes qui vont venir glisser suivant ce trait. Donc ça aussi, c'est important quand on fabrique des prothèses de reconstituer cette morphologie avec ce creux palatin. Voilà, donc ici, en résumé, vous avez la morphologie, par exemple, d'une dent avec le côté distal qui est toujours un peu plus arrondi que le côté mésial, la forme des trois lobes ici avec ces deux petits creux, la face vestibulaire avec ces trois pans vestibulaires qu'il faut reproduire aussi. Voilà, donc tous ces critères importants à reproduire pour les incisives. Donc évidemment, c'est à reproduire sur toutes les dents. Hein. Les incisives mandibulaires ont des formes différentes. Il faut les observer aussi et surtout les reproduire comme elles doivent être reproduites. Donc on peut passer maintenant aux textures de surface. Vous voyez que c'est pas simple, hein. Il y a beaucoup de choses à retenir. Les textures de surface, c'est très important parce que si on fait une dent toute lisse, même si elle a la bonne couleur, il y a quelque chose qui va choquer. Donc, il faut reproduire aussi les états de surface et les textures de surface. Vous voyez, sur cette dent, on comprend pas mal de choses. C'est une canine. Et lorsque vous voyez cette zone centrale ici, parfaitement usée, parfaitement lisse, on comprend le rôle qu'a joué la lèvre, qu'ont joué les aliments et qui ont usé cette partie. Donc, il n'y a plus de stries de surface, il n'y a plus rien, mais elles ont subsisté dans ce creux qui n'était pas soumis au mouvement de la lèvre. Voilà, donc tout ça, ce sont aussi des choses qu'il faut comprendre parce que lorsqu'on va réaliser une céramique, toutes les zones proéminentes, on va les polir de façon à reproduire le mouvement de cette lèvre. Voilà, ici une incisive centrale en vue vestibulaire. Donc, on peut constater plusieurs choses. Tout d'abord, une composante horizontale. Ce sont les lignes de croissance qu'on appelle les périchimaties ici, qui sont plus resserrées dans la zone du collet et qui vont en s'espaçant dans la zone incisive, dans la zone du bord incisif. Pardon. Et une composante verticale ici
ici, c'est en réalité la jonction des crêtes amélaires. Et donc, avec ces deux petits creux qu'il faudra reproduire aussi lors de la réalisation de la prothèse. Voilà, lorsqu'on s'approche un peu plus près, on va constater ce que je vous disais à l'instant sur la canine, c'est-à-dire que, vous voyez ici, cette partie brillante, en fait, c'est le mouvement de la lèvre qui a usé et qui a fait en sorte qu'on ne voit plus les périchimaties, qu'on ne voit plus les stries de croissance. Donc ça, c'est à repérer sur les modèles et à reproduire. Lorsqu'on passe à noir et blanc, on s'en rend d'autant mieux compte. Vous voyez, sur cette dernière image, le flash a illuminé cette zone et vous voyez qu'il n'y a plus de stries. Les stries sont ici. Voilà, elles sont irrégulières, bien sûr. Il ne faut pas faire quelque chose de stéréotypé. Il faut faire des stries un peu de façon irrégulière et polir les zones les plus proéminentes ici. Voilà, donc on peut résumer avec cette photo l'usure naturelle en fait, des dents. On voit à gauche une dent jeune, vous voyez la couleur, ce sont des céramiques. Hein. Et donc, lorsqu'on vieillit, eh bien, toutes ces dents s'usent et en fait, on finit comme ça avec une structure de surface parfaitement usée. Voilà, donc, on vient de voir les périchimaties, la texture de surface. Mais cette texture ne s'arrête pas qu'à la face vestibulaire ou à la face palatine ou linguale, elle s'applique aussi aux faces occlusales. Donc, on peut jeter rapidement un coup d'œil. Vous voyez la forme des sillons. Un sillon, ce n'est pas quelque chose de rectiligne, en fait. Hein. Ça a une forme très sinueuse. Il faut bien le repérer, bien l'observer. Vous voyez ici, on va voir de plus près, je vous ai souligné la forme des petites caractérisations des petits bulbes qui sont aussi, qui ont une forme très sinueuse. C'est ce qui fait que nos sillons sont très sinueux. Donc ça, c'est à observer pour pouvoir le reproduire. On ne fait pas des pattes de mouche avec la fraise. On va essayer de faire quelque chose plutôt par adjonction de céramique plutôt que par soustraction. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez cette photo, vous voyez au centre de la dent une dent naturelle. Au centre de la photo, une dent naturelle. Et cette dent naturelle, lorsque vous observez les sillons, regardez ici, vous voyez qu'ils sont très fins, très profonds. Voilà, donc un sillon, ça se travaille par ajout de céramique et non pas par soustraction. Vous voyez, cette céramo-métal en coupe, on peut arriver à faire quelque chose de très fin et de très profond. Alors que lors d'un usinage, par exemple, lorsqu'une machine usine, on aura plutôt quelque chose de rectiligne et de moins fin, de moins profond. Et donc, ça sera toujours un élément qui nous éloignera de la forme de la dent naturelle qu'on recherche. Voilà, et donc par adjonction de céramique, on peut obtenir ce genre de résultat. Vous voyez ici des fosses très profondes avec des ajouts de céramique voilà, qui permettent de donner un aspect naturel à nos prothèses. Donc, au laboratoire, moi aussi, de temps en temps, j'essaye de m'entraîner parce que c'est toujours intéressant de tester la morphologie, de tester la céramique. Donc, vous voyez quelques exemples. On peut s'amuser à réaliser des dents entièrement en plastine. Donc, on peut voir au niveau de la forme des sillons. Voilà, c'est un entraînement pour réaliser des sillons, pour réaliser les cuspides. On peut aller un peu plus loin sur ce genre de travaux avec toute une hémi-arcade. On peut s'amuser à... Vous voyez, ça, c'est réalisé en résine provisoire. Et je me suis un petit peu amusé à faire aussi un amalgame. Voilà. Ce qui est très important, pourquoi faire ce genre de travaux? Parce qu'en fait, on va aussi tester notre coffret céramique. On va pouvoir voir les possibilités de couleurs dont on dispose. Vous voyez, lorsque vous avez une couleur comme celle-ci à réaliser avec des cornes pulpaires à l'intérieur, il faut quand même savoir comment est-ce qu'on va pouvoir les réaliser, ces cornes pulpaires. Ce n'est pas le jour où on en a une à faire qu'on va commencer à s'entraîner. Donc, tous ces travaux, ils ont un intérêt, c'est justement de tester son coffret, de tester ses cuissons, de tester son montage, de voir l'aspect de sa céramique. Je crois que ce n'est pas inutile de s'amuser à faire ce genre de choses.
Voilà, un autre exemple avec un côté avec des dents jeunes ici et l'autre côté avec des dents plus âgées. Voilà. Et puis, c'est toujours gratifiant de pouvoir faire des photos, de pouvoir les montrer à des collègues. Et voilà, je crois que c'est un exercice, pour moi, je trouve très sympa. Donc maintenant, on va revenir au laboratoire. Donc le relevé de la couleur. Le relevé de la couleur au laboratoire, il y a plusieurs façons de relever la couleur au laboratoire. Moi, j'ai des praticiens qui m'envoient, les praticiens qui habitent dans mon environnement m'envoient des patients au laboratoire pour relever la couleur. Donc, je me suis mis depuis peu à une nouvelle technique dont Denis Elkaïm vous parlera, je pense, la prochaine fois, qui est le mixeram, et donc qui permet de relever la couleur par la prise d'une photo. Donc, il vous expliquera ça en détail. C'est un système très intéressant. Mais jusqu'ici, je réalisais mes relevés de couleur à l'œil, donc au laboratoire. On peut aussi, moi j'ai quelques praticiens qui ne sont pas à Pau même, donc qui sont un petit peu plus loin, donc ils ne m'envoient pas forcément les patients, mais ils prennent des photos, ils essayent de prendre des belles photos avec des échantillons. Et ça permet d'interpréter cette photo et d'essayer de se rapprocher le plus possible de ce qu'on voit. Bien sûr, ce n'est pas une méthode très idéale, hein. Le mieux, ce serait de pouvoir voir le patient ou alors de réaliser une photo type mixeram, mais tout le monde n'est pas encore équipé de ce système. Donc voilà, les outils de communication pour la transmission, c'est ce dont je vous parlais pour la photographie. Donc pour réaliser tous ces relevés, bien sûr, un bon éclairage. Ça, vous avez ici une photo avec tous les éléments dont il faut disposer. Des teintiers, bien sûr, un bon éclairage, éventuellement des flexi-palettes pour créer un fond noir. Un appareil photo, c'est indispensable. L'analyse tridimensionnelle de la couleur, c'est la luminosité, la saturation, la teinte. Jean-Pierre vous en a parlé très très bien lors de sa conférence. Donc, il faut se référer à tout ce qu'il a dit. C'est très clair, c'est très limpide. On peut rajouter à ces dimensions 7 dimensions qui sont la stratification, la transparence, la translucidité, l'opalescence, la fluorescence, l'effet nacré et la texture de surface. Lorsqu'on arrive à réunir tous ces éléments, je crois qu'on se rapproche un petit peu de la vérité. Donc, on va voir quelques exemples en cabinet. Ici, c'est un cas du docteur Inchosti qui n'est pas sur place, donc qui m'envoie les photos. J'essaie de faire une interprétation de ces photos. Donc, c'est un exemple d'opalescence. Vous voyez, alors c'est la céramique création que vous voyez ici. Donc, j'ai placé quelques échantillons pour vous donner une idée de la teinte que je me suis notée. Donc, il y a déjà aussi un petit problème au niveau de la forme. Voilà, donc on va repérer que cette dent, donc elle est à réaliser, elle n'a pas la forme voulue. Alors, pour essayer de voir les problèmes de forme, j'ai pris la dent de droite, ici, et je l'ai retournée de l'autre côté. Donc, ça va me permettre de tracer ici autour les volumes manquants. Donc, c'est une façon intéressante de voir où on va, en fait. Bien sûr, on réalise aussi un wax-up, hein, donc on a une clé, on ne part pas à l'improviste. Voilà, et ça, c'est le cas terminé. Donc, vous voyez ici tous les effets opalescents. Donc, l'opalescence, en fait, c'est le pouvoir d'une dent ou d'une céramique d'avoir un effet sous une longueur d'onde particulière, soit un effet orangé, soit un effet bleuté. Voilà, donc il faut connaître dans son coffret de céramique qu'est-ce qui peut donner cet effet opalescent. Donc, voyons quelques nuances différentes. Vous voyez ici, par exemple, j'ai relevé cette couleur. Là aussi, c'est un cas de Dr. Inchosti, une centrale à réaliser ici. Par exemple, la transparence et la fluorescence. Donc, la transparence, ça sera plutôt, vous voyez ici dans les angles, on voit qu'il y a peu d'épaisseur dedans, donc la dent est transparente. Donc, ça va nous donner une certaine couleur avec le fond de la bouche. Donc, je vais interpréter cette dent et je vais le traduire en masse céramique de mon coffret. Et ici, la masse centrale qui me paraît très fluorescente, justement, c'est-à-dire très puissante. La fluorescence, c'est la capacité de la dent naturelle ou d'un matériau sous une lumière noire d'être très lumineuse. Voilà. Donc, le MI65 est une masse mamelon de chez Création qui est une masse très fluorescente.
Donc, j'ai choisi de la positionner au niveau du bord incisif. Voilà. Donc, sans voir le patient, voilà, quasiment une seule séance, on a pu avoir ce résultat. Voilà. Autre exemple pour l'effet nacré. Là, c'est un cas du docteur Jaloux. Vous voyez ici, on va réaliser un bridge de 12 à 14. Donc, j'ai repéré sur la photo, là aussi, c'est un praticien qui n'est pas sur place, donc m'envoie les photos. Et j'ai pu repérer un effet nacré dans ce bord. Donc, je sais, dans mon coffret céramique, qu'est-ce qui va correspondre à cette masse. Vous voyez, ça sera le PSE1 mélangé avec du A1 pour l'atténuer un petit peu, qui va nous permettre d'obtenir cet effet nacré. Donc, on a la teinte de base ici. On va réaliser ce travail sur l'armature zircone. Et on va pouvoir voir ici notre effet nacré. Donc, ça, c'est le jour de la pose. Vous voyez qu'il y a aussi un autre élément très important qui a beaucoup compté. On le voit, c'est la texture de surface. Vous voyez ici, sur la dent naturelle, les stries de surface, les périchimaties, il faudra les prolonger. Voilà. Et donc, ça, c'est très important dans l'intégration de la prothèse. Donc, on a la couleur ici, on a la forme, on a la structure de surface. Voilà, c'est ce qui permet de réussir ce cas. Donc, au laboratoire, on va voir maintenant quelques cas cliniques de tout ce que nous réalisons au laboratoire. Nous réalisons bien sûr des facettes céramiques. Les facettes, ça va être plusieurs techniques. La facette sur revêtement, sur feuille de platine, en céramique feldspathie. Ici, on va commencer par ce genre de facette. Et puis après, on verra les céramiques sur armature en disilicate de lithium. Donc, la céramique feldspathie, c'est tout simplement la céramique qu'on utilise pour recouvrir nos armatures en céramo-métal, par exemple. Donc, chez Création, c'est la céramique CC, la création CC. Donc, ici, c'est un cas du docteur Lasserre à Bordeaux. Et vous voyez ce praticien qui m'envoie ce cas en me disant, voilà, je veux conserver cette dent, donc c'est la 11. Je veux conserver cette dent qui est très dyschromie. On va essayer de faire une facette dessus. Mais voilà, il va falloir gérer la dyschromie et ça risque de ne pas être évident, on va y passer un peu de temps. Donc, effectivement, on a pris ça plutôt comme un cas d'étude, plutôt comme un cas rentable de laboratoire. Hein. On est sur quelque chose là, ici, pour essayer d'avoir le meilleur résultat. Et donc, pour ça, j'ai choisi de me dire, eh bien, on va essayer plusieurs types de matériaux. Et comme ça, on va voir ce qui ira le mieux, et ça nous servira, ça sera une expérience, ça nous servira pour plus tard. Donc, le praticien a réalisé un éclaircissement des deux arcades, comme vous pouvez le voir ici. Donc, on a réussi à gagner en luminosité, mais on a toujours une dyschromie. Donc, vous voyez ici, après taille de la facette, la dent est toujours beaucoup plus jaune, orangé, avec un collet très brun. Donc, c'est un praticien qui prend ses teintes lui-même et qui les prend très, très bien. Donc, vous voyez ici son schéma qu'il m'a envoyé. Et moi, avec la photo, j'ai essayé de faire une interprétation de ce que j'avais vu par rapport à mes coffrets céramiques. Voilà. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, les masses mamelons qui sont très fluorescentes, vous voyez, lorsqu'on regarde ce bord un petit peu jaunâtre, je les ai disposés ici, une masse beaucoup plus opalescente dans le centre, et puis surtout ici une masse, comment dire, un peu jaune, voilà. Donc j'ai choisi une dentine opaque parce qu'il faut bien sûr masquer le substrat qui est très coloré. Voilà, donc le praticien, Dr Lasserre, réalise ses provisoires lui-même. Donc vous voyez ici le provisoire qui est déjà quasiment dans la teinte. Et donc, lorsque je reçois l'empreinte au laboratoire, je coule déjà l'empreinte. Bon, je coule l'empreinte normalement. Et puis, je réalise aussi un die en résine que je colore avec un composite et que je lui expédie pour essayer de voir si ça correspond. Donc, ce die en composite, il va nous servir, pas pour la précision, il va nous servir uniquement pour regarder l'effet masquant de notre facette, voir si on masque bien le substrat. Voilà, donc... Sur cette photo, vous voyez que j'ai réalisé plusieurs facettes, des facettes en disilicate de lithium. Vous voyez LT, MO, LT, voilà. Donc, vous les avez ici et elles vont être essayées avec différentes pattes d'essai.
Et on va essayer de choisir celle qui va donner le plus de satisfaction. Et celle qui va donner le plus de satisfaction, ça va être celle-ci, la dent qui est réalisée en céramique feldspathique, donc sur un modèle en revêtement. Parce que cette technique nous permet de réaliser des facettes très très fines, plus qu'avec du disilicate de lithium, puisqu'en disilicate de lithium, nous avons une armature à recouvrir. Et donc ici, on va pouvoir mettre directement une dentine opaque, ce qui va nous permettre de masquer la couleur orangée. Donc la technique de fabrication, il y en a deux en fait. Il y a une technique sur feuille de platine, que je n'ai pas utilisée ici, mais dont je me sers aussi régulièrement. Voilà, ici j'ai réalisé un die donc en revêtement. Vous voyez ici une duplication du die en plâtre en revêtement. Vous avez les deux die ici. Et donc ce die il va nous servir à réaliser la facette. Donc, il y a plusieurs traitements. On commence par passer le die au four pour enlever toute l'humidité. Puis, on réalise une couche de connexion avec une céramique que l'on monte assez haut en température et qui est transparente. Donc, ça, nous appelons ça la couche de connexion. Et ensuite, vous voyez, on voit bien ici ma masse dentine opaque qui est prévue pour masquer le substrat. Donc, puis ensuite, donc, on réalise tout le montage en céramique. Alors, il n'y a pas beaucoup de poudre. L'essentiel, ce n'est pas d'en mettre beaucoup ici, c'est de mettre les bonnes poudres aux bons endroits. Voilà, donc on va travailler bien sûr les formes. Vous voyez ici, avec un crayon, on essaye de travailler les angles de transition. Il y a un départ de racine ici légèrement plus orangé. Le travail des états de surface avec cette poudre or, qui nous permet de bien mettre en valeur la texture de surface. Vous voyez qu'ici, la dent naturelle est quasiment lisse. Donc, on va s'attacher à reproduire cet état de surface. Vous voyez ici, cette photo, comme on est à 4 dixièmes au niveau du collet. Donc, c'est très peu pour réaliser une facette. Et voilà, donc le jour de la pose, ouais, bon, ici, c'est la patiente avec la dent collée. Vous voyez ici, au départ, donc notre dent qui était très colorée. Et ici, là, avec la facette posée, vous voyez, pour finir, vous voyez qu'on a quand même eu un résultat satisfaisant, sachant que sinon, c'était une couronne qui était à réaliser. Donc, la patiente va pouvoir garder sa dent un peu plus longtemps. Et c'était vraiment le but qui était choisi par le praticien. Donc, nous réalisons aussi des facettes à base de disilicate de lithium. Donc, personnellement, moi, je travaille là aussi avec Création. Donc, les lingots de chez Création, la céramique LS, la Création LS, et donc, et aussi de temps en temps avec l'IMAX. Donc, vous connaissez la technique. Ce qu'on peut faire, comment dire, la valeur ajoutée aussi du prothésiste, c'est aussi de pouvoir conseiller le praticien dans ses choix. Il ne sait pas toujours comment on peut choisir un matériau d'après le substrat, d'après l'environnement, d'après la couleur du moignon, d'après les dents adjacentes. Donc, on peut le conseiller sur ce point-là. Vous voyez que, par exemple, sur cette photo, on a un moignon qui est quasiment de la dent à réaliser. Donc, on n'est pas obligé de choisir un matériau qui va être couvrant. On peut choisir un MO, par exemple, ou un LT, par exemple. Voilà. Par exemple, ici, si on doit fermer l'embrasure, on ne va pas conseiller aux praticiens de réaliser du disilicate de lithium, mais plutôt de la céramique feldspathique avec des petits chips qui vont venir fermer l'espace. Alors qu'ici, on sera plutôt sur un matériau couvrant, type soit céramométal à l'extrême ou alors un HO haute opacité. Donc tout ça, ce sont des choses qu'il faut pouvoir conseiller à ces praticiens. Et là aussi, il faut connaître les matériaux. On ne peut pas se permettre de conseiller à un praticien un matériau, et puis derrière, si on n'arrive pas au résultat auquel on pensait arriver, c'est un peu délicat par rapport à lui et par rapport au patient. Donc, vous connaissez la technique de presser, elle est relativement simple. Il faut juste un four de presser. On sculpte. Notre élément ici, c'est un inlay occlusal. Un inlay occlusal. Donc, on le sculpte en cire. Il est mis en revêtement dans un cylindre spécial. Et ensuite, il est positionné dans le four, comme vous l'avez vu sur la petite vidéo.
Et le piston va presser donc le lingotin en disilicate de lithium. Et lorsqu'on aura sablé notre élément, on se retrouvera avec ça. On n'aura plus qu'à travailler avec nos meulettes pour pouvoir adapter la pièce. Et ensuite, il faudra encore faire un maquillage. Voilà, c'est quand même un processus assez long, mais voilà, qui donne pour moi satisfaction, notamment au niveau des facettes. Donc, si on regarde quelques cas cliniques, voilà, donc on va regarder quelques. Alors, ici, c'est un cas clinique du docteur Sousse. Donc, c'est une patiente relativement jeune qui, je crois, 25 ans, qui est complexée en fait par ses papilles et les embrasures occlusales de ses dents. Elle trouve qu'elle a des dents trop petites et qu'il y a trop de papilles par rapport aux dents. Donc, il lui propose de lui faire des facettes pour fermer les embrasures occlusales et pour essayer d'élargir un petit peu les dents, notamment les incisives latérales. Voilà, donc il nous prend différentes photos du sourire. Et là, maintenant, on va réaliser un wax-up. On va même réaliser 2 wax-up avec 2 montages un peu différents, avec 2 fermetures de papilles différentes. Voilà, donc on réalise des clés. Ici, vous voyez les clés en double mélange. C'est mon ami Sébastien Mosconi qui nous a appris lors d'un stage à réaliser ce genre de clés et qui sont très très bien parce qu'elles sont très fidèles et elles donnent aux praticiens vraiment, si on réalise un état de surface très bien travaillé, on a une résine, derrière le praticien a une résine qui est très jolie en fait. Donc, il choisit, avec sa patiente, le docteur, il choisit un type de montage et elle rentre chez elle avec ses dents en résine, donc qu'il a pressé avec sa clé. Donc, au bout de quelques jours, elle revient, voilà, elle est habituée, elle a choisi donc un type de montage et on va pouvoir passer à la partie donc empreinte et la partie céramique. Donc, le praticien se sert de ces résines comme guide de coupe. Il va pouvoir tailler dans ces résines pour pouvoir voir l'épaisseur à enlever. Et donc, vous voyez sur cette photo qu'il y a en fait très peu d'émail à enlever et c'est très bien parce qu'en fait, le disilicate de lithium colle vraiment très bien sur l'émail. Donc, c'est un atout en plus, ce collage sur l'émail pour la pérennité de la prothèse. Donc, au cabinet, il va réaliser aussi de différentes clés pour mesurer l'espace, voilà, pour être sûr et vérifier l'espace dont on dispose. Vous voyez ici sur ces différentes photos. Vous voyez, on voit l'émail ici. Donc, on est sur un substrat qui est idéal et voilà, il pourra coller en fait de façon idéale ces facettes. Voilà, donc il prend l'empreinte, il nous l'envoie au laboratoire. Nous réalisons le modèle, comme vous pouvez le voir ici. Nous travaillons systématiquement avec des arcs faciaux puisqu'il faut pouvoir repositionner le modèle maxillaire dans l'espace. Sinon, nous n'avons pas toutes les indications. Et donc, c'est important de pouvoir travailler avec un arc facial. Ça, il faut le demander impérativement aux praticiennes d'enregistrer des arcs pour positionner ce modèle maxillaire dans l'espace. Voilà, donc le modèle est détouré, le modèle est monté en articulateur. On va réaliser les facettes en cire. Puis, c'est la méthode de presser, comme je vous ai montré sur les photos précédentes. Alors ici, nous avons pressé en matériau LT. Je crois que c'était du LT B1. Voilà, montage de la céramique. L'avantage de cette technique, contrairement à la méthode avec la céramique feldspathik, c'est qu'on va pouvoir essayer les facettes parce qu'elles sont retouchables tout au long du processus, alors qu'en céramique feldspathik, elles ne sont jamais retouchables ou alors vraiment très très peu en céramique basse fusion, mais c'est quasiment impossible. Donc l'intérêt ici, c'est de pouvoir essayer les biscuits et de valider les formes avec le patient. Normalement, les formes ont été déjà validées, mais c'est un élément supplémentaire, ça rassure la patiente aussi. Voilà. Lorsque ça revient au laboratoire, je réalise le travail des formes, des états de surface, de la texture. C'est une patiente qui est jeune, donc on va vraiment bien travailler la texture de surface. Vous voyez que j'ai travaillé sur un modèle non détouré parce que ça nous a permis de travailler correctement les embrasures et c'était vraiment le but de ce travail, de fermer les embrasures. Donc, c'est important de pouvoir repousser un petit peu la gencive à cet endroit-là
pour réaliser des dents un petit peu plus larges et d'enlever un petit peu de papilles. Voilà, le travail après glaçage. Donc, on va glacer, polir. Et le jour de la pose, après, voilà, après collage. Voilà, ici, on voit bien les textures de surface dessinées. Et vous voyez là, l'objectif est réussi. On a fermé les embrasures, occlusales. Vous voyez ici, par rapport au départ, on n'a plus les espaces qui montaient jusqu'ici. Et donc, l'objectif a été réussi. La patiente était très satisfaite. Un autre cas, toujours sur du silicate de lithium, de facettes et de couronnes. Donc, c'est un cas de Dr Giallo. Vous voyez une patiente qui se présente avec les dents très abîmées. Donc, on va réaliser un mock-up, c'est-à-dire qu'on va réaliser sur le modèle initial une sculpture des dents que l'on prévoit de faire. Puis, on va faire des clés en silicone, mais sans toucher aux dents existantes. Et ensuite, le praticien donc, mettra de la résine dans sa clé et qui positionnera directement sur les dents existantes. Et ça nous donnera, sans retouche, sans qu'il ait à retoucher les dents, une idée de la future prothèse. Donc, vous voyez ici, on prépare quand même le modèle, puisqu'on enlève de temps en temps, il y a des petites bulles. Bon, voilà. Il faut creuser très légèrement la limite pour que le silicone aille bien dans cet endroit-là pour pouvoir créer une cassure entre la dent et la partie qui va déborder en résine. Donc, elle s'enlèvera très facilement, cette partie qui débordera. Voilà. Donc, réalisation du mock-up, puis de la clé, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous voyez, on va bien détourer au niveau des collets. Voilà, donc le praticien, lorsqu'il mettra sa résine dans cette clé, qui positionnera ça en bouche, il pourra voir tout ce qui dépasse, toute la résine qui dépasse ici, et donc il pourra l'enlever très facilement. Et c'est le but recherché. Lorsqu'il retirera sa clé, il verra les dents comme nous l'avions prévu sur le modèle, les dents en résine. Voilà, donc vous voyez déjà qu'ici, la patiente est déjà transformée au niveau esthétique. Elle est déjà souriante parce que rien qu'avec de la résine, c'est-à-dire monochrome, on arrive déjà à avoir des formes sympathiques. Voilà, donc le praticien se sert de ces mock-ups pour réaliser un guide. Donc, c'est un guide de coupe. Il va pouvoir tailler à travers cette résine pour vérifier ses épaisseurs. Relever donc de la couleur de base. Il va se servir aussi de cette clé pour réaliser son provisoire. Donc, elle sert à plusieurs choses en réalité. Voilà, donc retour au laboratoire donc, de l'empreinte. Nous allons réaliser les armatures ici, sur le modèle détouré. Et sur un modèle non détouré, on va bien isoler notre plâtre et on va pouvoir faire le montage de la céramique. Voilà, ici le montage en plusieurs poudres, évidemment. Donc l'intérêt de travailler, comme je le disais tout à l'heure, sur un modèle non détouré, c'est la gestion des embrasures. Très important. Voilà, donc réalisation des textures de surface. Ici, vous voyez les périchimaties, les creux, les bosses, voilà, tout ce qui est nécessaire de réaliser, tout ce qu'on a vu au début de la présentation sur les connaissances à avoir pour réaliser de belles textures de surface. Et enfin, le jour de la pose. Donc, on voit que la papille n'est pas encore tout à fait redescendue, mais c'est ce qui va se produire par la suite. Mais déjà, on a un changement, la patiente est assez satisfaite du résultat. Voilà. Donc, vous avez ici à gauche le cas de départ et donc forcément à droite, une patiente beaucoup plus souriante. Donc, au laboratoire, nous réalisons donc du feldspathite, du disilicate de lithium, mais aussi de la zircone, très important. C'est un matériau qui est très en vogue. Et vous avez vu que José vous en a parlé la semaine dernière de très belle façon et il maîtrise parfaitement le principe. Donc, c'est un beau matériau, mais qu'il faut vraiment savoir travailler. Et voilà, il faut quand même avoir des connaissances sur le matériau avant de se lancer pour ne pas faire n'importe quoi. Si vous voulez avoir des prothèses qui soient pérennes. Donc, nous, au laboratoire,
nous avons mis en place une méthode de travail qui est que nous réalisons les bridges d'abord, les bridges ou les couronnes, d'abord en cire. Pourquoi? Parce que ça nous permet vraiment de gérer la forme de l'armature. Là, il faut savoir qu'après cette étape-là, qui prend un petit peu de temps puisqu'il faut sculpter l'armature, nous aurons exactement la même forme que ce que nous avions prévu au départ. Donc, quand on sait qu'avec la zircone, c'est très important d'avoir des soutiens, d'avoir des formes d'armature, mais qui ne sont pas du tout les mêmes qu'avec la céramo métal. Ce n'est pas du tout la même façon d'agir. La céramique n'agit pas du tout de la même façon. Vous avez pu le voir avec José. Donc, c'est important de réaliser ces armatures. Et nous, ça nous sécurise de les fabriquer d'abord en cire. Donc, cette armature, ensuite, comme vous pouvez le voir ici, elle est scannée. On scanne donc les moignons, puis ensuite on scanne le bridge en cire. Et puis, on va mettre tout ça à usiner. On a une machine au laboratoire qui nous permet d'usiner la zircone. Vous voyez ici comment tout cela se met en place. Voilà. Et donc, le soir, on met notre prothèse à sintériser dans un four spécial. Et vous voyez ici, sur cette photo en bas, ici, l'armature en cire, ici, l'armature en zircone, mais vous avez exactement la même chose. Et pour nous, c'est très important. Et ce qui fait que nous avons très peu de casse en réalité. Comme le disait José, ce qui casse, ça va être plus le cosmétique, mais pas dans son entier, pas la dent dans son entier. C'est vraiment du shipping dû peut-être à l'occlusion, à des réglages ou ce genre de choses. Mais les armatures ne cassent pas. Voilà, un exemple, encore une fois, du docteur Giallo à Biarritz. Donc, c'est une patiente qui n'est plus satisfaite de ses prothèses, de ses 4 incisives antérieures. Donc là aussi, on va passer par un wax-up, un essayage en bouche de la résine. On va aussi travailler sur, ici c'est une méthode type Geller avec des die amovibles, mais dans leur environnement naturel avec les papilles disponibles. Ensuite, essayage du biscuit en bouche, vérification des formes. Et vous voyez l'intérêt de travailler encore une fois avec un modèle non détouré, c'est que si on avait travaillé sur ce modèle sans avoir la papille, est-ce qu'on aurait fait ce même profil? Ce n'est pas sûr du tout. Alors qu'on va voir sur la photo qui suit que c'est vraiment ce qu'il fallait faire. Voilà. Vous voyez ici, alors ça c'est le jour de la pose, donc la papille va redescendre par la suite ici. Mais vous voyez que pour que le volume soit bon ici au niveau du soutien de la papille, il fallait ça, il fallait ce volume. Et pour ça, il a fallu travailler sur un modèle non détouré. Voilà. Pour résumer, le cas donc, de départ à gauche, puis le cas d'arrivée, voilà, une patiente aussi satisfaite. Voilà. Autre cas que nous avons de plus en plus à traiter au laboratoire, c'est un cas du Dr Seuss. Vous voyez ici, c'est une patiente qui est relativement jeune, qui a 35 ans, et qui arrive avec des dents très abrasées, de l'érosion, de l'usure chimique, de l'usure fonctionnelle. Donc là, c'est un travail quasiment global qu'il va falloir réaliser. Donc le praticien fait des choix d'ondelets en disilicate de lithium dans les zones postérieures, de facettes sur les incisives mandibulaires, et on va faire des couronnes en disilicate de lithium dans la zone antérieure maxillaire. Voilà, donc on va commencer toujours de la même façon par réaliser un wax-up qui sera validé avec le praticien. Donc ce praticien m'avait fait passer donc, un petit objet que vous devez connaître en plexiglas qui permet d'avoir plusieurs types de rayons pour la courbe de SPI, pour avoir une courbe de SPI idéale. Voilà, donc on a réalisé la dimension, nous avons modifié la dimension verticale, nous avons rajouté 5 mm à la dimension verticale pour pouvoir placer tous ces éléments. Donc après validation avec le praticien, nous réalisons des provisoires qui vont rester plusieurs semaines, voire plusieurs mois en bouche, qui vont permettre de tester et de valider l'occlusion. Parce que c'est quand même ça qui est important dans ce cas-là. Avant la partie esthétique, et là, ce praticien, c'est un praticien qui est très pointu sur l'occlusion, donc ça a été validé correctement. Voilà.
Donc, après plusieurs semaines, nous allons passer à la partie prothétique. Donc, nous réalisons les ondelets, les faces occlusales, comme ce qui a été décidé lors du workshop. Et ce sont des ondelets en distilate de lithium qui vont être maquillés. Voilà, donc on réalise le maquillage. Le praticien va les poser, puis on va passer à la partie antérieure, maxillaire, dans un deuxième temps, avec des céramiques stratifiées. Et vous voyez ici le résultat à la fin. Donc en bas, vous avez des facettes. Et voilà une synthèse du travail. Voilà, donc on a recréé tous les bords incisifs. Au niveau occlusion, nous avons retrouvé des contacts corrects en occlusion. Donc c'était le but. Et là, nous revoyons de temps en temps la patiente qui passe au laboratoire et qui est très contente de sa nouvelle occlusion, qui est très à l'aise en fait. Voilà. Donc au laboratoire, nous réalisons aussi des travaux de plus grande portée, des grandes reconstitutions, notamment sur implant. Donc, on va voir 3 méthodes. La méthode traditionnelle, ce que j'appelle la méthode traditionnelle, c'est celle qu'on réalisait il y a quelques années. C'était tout simplement une infrastructure coulée sur pilier CFAO, et ça remonte à maintenant un petit moment. Ensuite, on a fait évoluer donc, cette technique, puisque les praticiens nous ont demandé de réaliser des armatures transvissées. Donc là, on verra un exemple de mésostructure avec des chapes télescopiques, des céramiques télescopiques. Et enfin, aujourd'hui, nous réalisons plus volontiers des armatures transvissées, puisque maintenant, nous pouvons réaliser des rattrapages d'axes sur les armatures. Et ça permet donc d'éviter ce genre de montage. Voilà, donc comme je vous le disais, un des premiers bridges que j'avais réalisé avec de la fosse gencive qui remonte à quelques années. À cette époque-là, voilà, on faisait des piliers CFAO. Ici, c'est des implants Brenmark avec des piliers Nobel Biocare. Voilà, fosse gencive avec, voilà, bien sûr, on pense au nettoyage, des gencives. Vous voyez ici le bridge réalisé donc en coulée en alliage semi-précieux. Et voilà le travail le jour de la pose. Vous voyez le respect ici de la morphologie. Un petit rappel de la fissure au maxillaire pour pouvoir avoir une intégration maximum. Voilà, ça c'est le genre de travaux qu'on réalisait il y a une dizaine d'années. Et maintenant, nous passons à autre chose. Vous voyez la mésostructure implantaire avec couronne télescopique. Vous voyez cet exemple. Alors, par exemple, ici, c'est un bridge all-on-4 en titane. Donc, on va réaliser des chapes télescopiques qui seront collées au laboratoire, ou scellées plutôt au laboratoire, puisque là, ce sont des armatures en zircone. Mais nous laisserons simplement les 4 dents qui sont en regard des vis qui ne seront pas scellées. Pourquoi? Parce que le praticien, bien sûr, doit pouvoir y accéder et lui-même les scellera de façon provisoire pour pouvoir démonter en cas de souci. La fosse gencive sera réalisée en composite, ce qui permet de faire évoluer cette fosse gencive. En cas de perte, on va pouvoir rajouter à tout moment de la fosse gencive. Voilà, donc une empreinte prise au plâtre, prise au plâtre par le praticien. Donc on commence le travail de façon conventionnelle, on réalise un montage esthétique. De ce montage esthétique, on va réaliser une clé. Et de cette clé qui va être donc coulée en résine, on va pouvoir faire notre armature que vous avez ici en résine. Elle sera scannée. Là aussi, le principe de pouvoir bien maîtriser la forme de notre armature. Et ensuite, l'armature reçue donc, du centre d'usinage ici. Donc, on vérifie. Puis, on réalise donc les armatures en zircone. Donc, vous voyez ici toujours un arc facial pour pouvoir positionner le modèle maxillaire dans l'espace. Et puis, c'est le montage de la céramique. Voilà, finition. Donc, comme je vous le disais, on laisse ces 4 dents de libre puisque c'est un all-on-4. Donc, on laisse ces 4 dents libres et on colle le reste. Donc, le praticien, il fera ça le jour il fera la pose, il fera le scellement provisoire le jour de la pose. Voilà, donc maintenant, un travail des masses composites. Ici, c'est du composite donc, de chez Ivoclar. À l'époque, c'était ça. C'est un travail un peu ancien aussi. Et voilà, le jour de la pose, vous voyez
les différents coloris. On a voilà, des masses plus claires ici, plus rosées ici. Donc, on peut avoir vraiment un aspect naturel avec ces composites. Voilà. Donc, mais toutes ces techniques ont évolué. Et maintenant, voilà, je vous présente un autre cas. Alors là, nous n'avons plus besoin de réaliser des chapeaux télescopiques. Nous faisons donc une armature transvissée. Mais nous avons des rattrapages d'axes qui sont possibles, mais de façon assez importante. Donc, on peut vraiment positionner notre trou pour le passage du tournevis. Donc, c'est un cas du Dr Morales. Voilà, donc il y a 7 implants posés. Ce sont des implants Antogir. Donc, comme d'habitude, je ne l'ai pas précisé avant, l'empreinte, le modèle est validé par une clé en plâtre. Ça, c'est le processus classique, hein, on le fait à chaque fois. Donc, je me déplace au cabinet pour faire un enregistrement du bridge provisoire existant. J'en profite pour amener les modèles que nous avions donc préparés au préalable. Ces modèles, je vais les monter en articulateur au cabinet, puisque je vais pouvoir repositionner mon bridge provisoire sur le modèle et ensuite faire la mise en articulateur. Je fais ma clé du bridge provisoire et lorsque je reviens au laboratoire, nous pouvons dupliquer le bridge provisoire. Vous voyez, c'est en céramique rouge de Pattern, je crois. Et ensuite, voilà, il y a tout un travail de dégrossissage de ce bridge provisoire pour obtenir une armature en résine ici. Donc, vous voyez la spécificité de ces implants en Togir, c'est que c'est une surface plate ici. Donc, vous verrez plus tard l'importance que ça a. Voilà, donc l'armature, elle est scannée, bien évidemment. Elle est envoyée au centre d'usinage. Voilà. Et vous voyez ici la spécificité de ce système, c'est qu'en fait, les vis qui vont venir fixer la prothèse ne vont pas passer à travers les couronnes. Elles sont déjà fixées au préalable dans le bridge. Voilà. C'est l'instrument qui va permettre de visser la vis. Mais ça va nous permettre d'avoir en vue occlusale un trou tout petit qui est en fait, le voyez ici, le trou du passage du tournevis. Et en plus, ce système nous permet d'avoir des rattrapages d'axes assez importants. Donc, vous verrez lorsqu'on a réalisé la prothèse que c'est un gain esthétique et surtout aussi de solidité de la prothèse. Voilà, donc ça, c'est la vis qui est positionnée dans l'intrado de la prothèse. Donc, nous avons pour ce système des vis de laboratoire qui vont servir à la réalisation de l'armature et des vis définitives qui seront évidemment, comme le nom l'indique, utilisées pour la pose de la prothèse. Voilà, donc voilà ici, après retour de l'armature du centre d'usinage, vous voyez ici les vis de laboratoire qui ont une couleur verte et vous voyez qu'elles dépassent à peine de l'intrado. En revanche, on a 2 vis ici qui ont un petit picot et ce petit picot qui dépasse, ça va permettre aux praticiens de pouvoir engager sur les implants l'armature sans risque de, comme nous avons une surface plate, sans risque de se tromper, en fait, d'avoir des problèmes de positionnement de l'armature. Ça va la caler en place. Voilà, donc on va quand même envoyer cette armature à l'essayage, même si on a réalisé une clé en plâtre, on va quand même l'envoyer à l'essayage. Et on va en profiter pour mettre un petit peu de cire devant pour visualiser les formes, les futures formes. Donc, on met aussi un petit peu de résine pour valider l'occlusion. Puis, c'est le retour au laboratoire. Montage de la céramique, première cuisson. Je n'utilise pas à ce stade de fausse gencive. Je réalise une première cuisson. Et puis ensuite, 2-3 cuissons. C'est ce genre de travaux, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de concentration. Moi, personnellement, je ne fais pas tout dans le même temps. Je préfère travailler sur plusieurs jours dessus, m'y prendre à l'avance pour pouvoir y revenir, avoir un œil neuf et ne pas avoir l'esprit pris par… voilà, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est important de revenir chaque jour avec un œil un peu nettoyé de ce qu'on avait vu la veille. Voilà, ici c'est le travail donc, de l'état de surface. On va bien sûr donner le bridge au praticien pour réaliser l'essayage du biscuit.
pour valider l'occlusion, valider l'esthétique, pour être sûr qu'on peut glacer. Et enfin, ici, c'est la réalisation des structures de surface occlusales. Alors, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux trous. Vous voyez, les trous d'engagement du tournevis, on a pu vraiment les mettre en palatin. Et donc, ça permet déjà d'avoir une structure plus costaud, en fait. Si on avait eu un trou ici, on aurait eu peu de céramique en vestibulaire. Et ça, c'est des risques de casse. Donc, le fait de pouvoir rentrer ces trous de vis, ben, ça nous permet d'avoir une structure déjà plus jolie et d'avoir une structure plus solide. Vous voyez ici, on a le trou de vis qui est dans la face occlusale. Voilà. Et ici, après nettoyage, glaçage, polissage, voilà le travail prêt à livrer. Avant ça, on va réaliser le polissage des bandeaux métalliques. Pour ça, la marque Antogir nous met à disposition des petits, vous voyez, ces petites pièces qui vont permettre de les positionner donc dans l'intrado et de pouvoir réaliser le polissage sans risque d'abîmer les intrados. Voilà, et enfin, le jour de la pose, donc avant livraison, maquillage des embrasures. On a positionné nos deux vis qu'on appelle des vis guides, nos deux vis guides à des endroits stratégiques pour être sûr que le praticien pourra engager son bridge facilement. Et voilà, le jour de la pose. Et là aussi, voilà. Le travail a été bien mené. Normalement, quand on arrive à la partie céramique, c'est qu'on a réalisé toutes les parties précédentes, toutes les vérifications. Donc, lorsqu'on nous arrivons à la partie céramique, ben, il n'y a plus que la couleur à gérer. Toutes les formes, l'occlusion, tout ça, ça a été vu auparavant. Donc, pour terminer, c'est quasiment la fin de ma présentation. Je voulais vous parler un petit peu du concours de meilleur ouvrier de France. Lorsque je l'ai passé en 2015, il y avait 3 sujets à l'époque. Et donc 2 sujets de prothèse proprement dite et un sujet qu'on appelle artistique. Pourquoi on l'appelle artistique? Ben, je pense que ça rejoint un petit peu ce que je vous avais dit en début de conférence, c'est qu'il y a des passerelles, il y a des points communs entre notre métier et le métier d'artiste. C'est-à-dire qu'il y a tout un pan comment dire, de morphologie, de sculpture, de couleurs, et tout ça, ça se travaille. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'au concours MOF, il y a un sujet artistique. Donc, je ne sais pas au prochain concours si cette partie aura toujours lieu, puisqu'elle avait été abandonnée lors du dernier concours. Mais il est possible qu'elle revienne, je n'en sais rien à ce stade. Bon, toutefois, je vais vous montrer ce que j'avais réalisé moi à l'époque, en 2015. C'était un jeu d'échecs, même une mallette de jeu de voyage. Et dans cette mallette de jeu de voyage, tout était réalisé à la main. Il y avait un jeu d'échecs, un jeu de petits chevaux, un jeu de dominos. Donc, c'est une petite présentation très rapide. Puis vous allez pouvoir voir tout ce qu'on peut réaliser avec les matériaux que nous utilisons nous-mêmes au quotidien.
stripes in the same place. Not once, but twice and thrice. Big trees come crashing down. Voilà, la présentation est terminée. Donc, si Mohamed est là. Oui, je suis là avec vous. Voilà. C'est parfait. J'espère que vous avez toujours la mallette. Oui, toujours, toujours. On fera une partie, vous l'emmenez avec vous à Marrakech, on fera une partie quand je viendrai chez vous à Pau. D'accord, d'accord. Ok. Comme vous l'avez précisé au tout début, je tiens à vous dire déjà que Klaus Metterkis, il a suivi votre présentation. Ah bon? Il vous a mis un commentaire, c'était très joli sur votre travail. D'accord. Donc, Bon, c'est valorisant. Merci beaucoup. oui, vous avez fait un grand tour de tout ce qu'on fait dans le laboratoire au quotidien. Pas tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est capable de faire, mais là, vous frôlez la perfection. C'est d'une finesse extrême. Les détails font la perfection, mais la perfection n'est pas un détail. C'est ça. C'est un bon principe, oui, tout à fait. Je suis d'accord. Oui, donc vous nous avez montré là où on peut jusqu'à où on peut pousser les limites. Et sincèrement, à chaque fois que je regarde le travail d'un expert, on est étonné de la perfection de jusqu'à où on peut aller. Merci beaucoup. Précision. Je pense qu'il n'y a pas de questions parce que la présentation était assez claire et assez aussi généraliste que détaillée. Je ne sais pas comment vous dire. Vous avez parlé de tout et de tous les détails. C'était parfait. Jean-Pierre? Écoute, moi, je suis toujours étonné parce qu'il fait un travail phénoménal et avec une humilité hors du commun. Donc moi, je suis très, très fan par rapport à ça. Et ça, j'adore. Et puis, il y a un truc qui m'a vraiment plu et qui me plaît vraiment chez Sébastien, c'est qu'il dit « Je me suis amusé ». Il a répété ça des dizaines de fois. On s'est amusé, je me suis amusé. Donc, il prend son boulot à cœur et un amusement. Donc, c'est pour ça qu'il réussit aussi bien parce qu'en fait, il n'est pas sous la pression et il se fait plaisir dans son travail. Et ça, je crois qu'il faut le prendre en compte parce que c'est comme ça qu'on peut réussir tous les travaux qu'il fait. Et là, il est vraiment, c'est somptueux. Et puis, pour revenir sur le travail de Meilleur ouvrier de France qu'il vous a présenté, ce travail libre, en fait, j'ai eu l'occasion de le toucher et de le manipuler. Je peux vous dire que c'est un travail d'exception qui lui a pris un temps phénoménal, vraisemblablement, pour le faire, en plus du sujet imposé, bien évidemment, puisqu'il a quand même le sujet imposé. Donc, c'est juste pour te dire qu'en fait, c'est pour ça que tous les 3 ans uniquement, parce que je ne sais pas si tu imagines, moi-même, le temps qu'il faut pour réaliser une pièce, et en plus du travail du quotidien et de la vie de famille et tout ça. Donc, moi, je suis toujours surpris par la qualité extrême que Sébastien nous propose et de son humilité qui fait que c'est un grand homme. Voilà. Jean-Pierre, tu fais partie du jury des meilleurs ouvriers de France. La prochaine fois, il faut garder les travaux, il ne faut pas les rendre. Comme quand on corrige les copies, on ne les rend pas. Mais peut-être que je ne serais pas content. C'est un peu dommage parce qu'effectivement, comme le disait Sébastien, le travail libre comme ça a été annulé par le COET qui est le comité d'organisation du concours, et ils ont décidé d'abandonner ça. Alors, je ne sais pas si la prochaine fois, ils vont le remettre, j'en doute, mais c'est un peu dommage. Parce qu'en fait, ça mettait vraiment en avant le côté artistique du candidat et c'était top. C'est magnifique et tout juste exceptionnel. Ce qu'il faut penser plutôt à faire, c'est peut-être un musée où vous pouvez rassembler tous ces travaux-là parce que chaque travail à part, tous les travaux rassemblés auront peut-être beaucoup de valeur et ça sera vraiment exceptionnel. Déjà, en France, il existe des musées des meilleurs ouvriers de France comme ça où tous les métiers confondus sont réunis. Notamment à Saint-Étienne, où il y a un musée qui est hallucinant au niveau de tout ce qui était armurerie à l'époque, puisqu'il y avait des grosses armureries à l'époque. Et donc, tous les gens qui faisaient des fusils, qui faisaient tous les métiers artisanaux de la France sont représentés là-bas à Saint-Étienne. Donc, ça serait… D'ailleurs, ma mallette elle a passé toute l'année dernière dans un musée, alors je ne me rappelle plus exactement où, mais un musée des meilleurs ouvriers de France. Et il y avait une exposition de certaines œuvres et on m'avait demandé de la prêter. Donc, elle a passé une année complète dans cette exposition.
On pensera peut-être à réaliser une exposition des meilleurs ouvriers de France, rien qu'en prothèse, avec tous ces travaux. Ça sera vraiment Il y a des choses magnifiques. exceptionnel. Oui. Oui, ouais, c'est extraordinaire. Je vous remercie beaucoup pour votre disponibilité, votre temps, votre partage. Merci énormément. Ce fut un plaisir de vous accueillir et j'espère que la prochaine fois, on aura le plaisir de vous accueillir euh, à Marrakech Mais pour j'espère une aussi. grande journée scientifique des meilleurs ouvriers de France. Ok. Merci à Sébastien, merci beaucoup. Jean-Pierre, merci. Merci Merci d'avoir énormément. vous. Ciao, Jean-Pierre. On se donne rendez-vous samedi prochain. samedi prochain Ouais, avec avant notre, de quitter. notre Exactement. ami Serge Gavian qui va nous faire, s'il nous fait la même présentation qu'il l'a fait il n'y a pas très longtemps ici en France, je pense que vous pouvez préparer vos mouchoirs parce que je pense Exactement. qu'il a Parce fait un truc que je me rappelle, j'ai assisté à sa présentation quand il l'a fait en France. C'était au forum. Ça m'avait beaucoup marqué, je me rappelle. C'est une voilà, présentation exceptionnelle, beaucoup de perfection, de philosophie aussi. Il parle à l'âme. c'est ça. Et, ouais, Et comme je vois que tu présentes aussi Abdou, je pense que pour nos amis en France exact. ici, je crois qu'il ne faut surtout pas rater Abdou parce que c'est quand même quelqu'un d'exceptionnel aussi, qui fait des choses remarquables. Donc je pense qu'il ne faut surtout pas le rater mercredi, ça c'est sûr. Oui. Bon, la semaine prochaine, on a rendez-vous avec deux prothésistes d'exception. On aura rendez-vous mercredi avec Abdou Bousba qui nous parlera des facettes sur réfraction, toutes les étapes pour la réalisation des facettes sur revêtement. Le mercredi à 20h, heure GMT plus 1. Et le samedi à 16h, comme d'habitude, on accueillera Serge Gavian pour Soleil Noir. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, votre soutien. Je vous souhaite un bon week-end. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Merci. E un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Torna Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché sono fiero, sono un italiano vero. Un'Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'uomo viola la domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove e il primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io.
fatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano vero.